Bonjour à tous. L'eau douce, hein, toutes les eaux, l'eau douce et l'eau des océans et l'eau salée, avec un titre qui est ambitieux pour un débat qui doit durer 40 minutes. C'est à la fois énorme et très court. Comment éviter les scénarios catastrophes du futur à l'heure de la COP 21 qui vient de remettre un premier texte. Nicolas Imbert, Green Cross France. Ce texte, vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil? C'est tout à fait. Et je dois dire que j'ai jeté un coup d'œil et ce matin, j'ai un petit peu l'impression d'avoir la gueule de bois. Non pas parce que j'ai fait la fête hier soir, mais parce que le compte n'y est pas. On n'a jamais eu autant ces dernières années de phénomènes climatiques extrêmes qui font que le sujet dont on parle est d'actualité. Et pourtant, les mots-clés dont on avait besoin dans le texte des négociations, qu'il s'agisse en fait du rôle des collectivités locales et de la nécessité de prendre en compte la thématique sur les territoires à l'échelle où elle se pose, ou qu'il s'agisse du fait de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul cycle de l'eau qui commence au sommet des montagnes et qui finit dans les océans et qu'on dépend tous de ce cycle de l'eau et de cette santé globale de la planète dans laquelle les milieux aquatiques jouent un rôle essentiel, ceci n'y est pas encore. Bien sûr, on sait que le Maroc va en faire une priorité à la COP22 et a d'ores et déjà annoncé son intention et sa volonté forte d'y travailler. C'est symbolique, c'est le lien entre l'Afrique et l'Europe, c'est le lien du pourtour de la Méditerranée, c'est une porte ouverte à l'ensemble du monde. Mais aujourd'hui, je dois dire, on a la gueule de bois, c'est pas du tout une gueule de bois de frustration, mais au contraire, il faut encore plus se faire entendre et montrer à quel point il y a une urgence d'agir et il y a des solutions qui existent sur le terrain. Malgré tout, on n'est pas à Copenhague et il va y avoir quelque chose. Il y aura un texte qui va vraiment sortir, un compromis, certes, qui va sortir dans une semaine. On n'a pas le choix. Il y a eu trop d'annonces. Le président Hollande a mis sa responsabilité personnelle en jeu. Il y aura un texte. On voit des avancées du côté d'une meilleure prise en compte du droit des populations à disposer de leur futur. Si on pouvait garder au moins ça dans le texte, ce serait bien. Aujourd'hui et à partir de la semaine prochaine, les ministres vont rentrer en jeu, mais surtout, montrons à quel point c'est simple de trouver des solutions ambitieuses et à quel point nos économies en ont besoin et à quel point nos populations en ont besoin également. Merci. Les enjeux de l'eau, globalement les enjeux climatiques de l'eau, pour vous, quels sont les principaux enjeux aujourd'hui? Quels sont les principaux enjeux ou les principales menaces que vous ciblez? La première chose, c'est que l'eau est une ressource non substituable nécessaire à la vie. On en a besoin un petit peu comme l'air que l'on respire tous les jours. Et par rapport à ceci, on a besoin d'une eau de qualité. Le dérèglement climatique met une pression de plus en plus forte sur l'eau. L'augmentation des populations, les choix agricoles qui ont été faits mettent aussi une pression forte sur l'eau. Et on a eu tendance à administrer d'un côté l'eau, de l'autre l'alimentation et l'agriculture, d'un troisième côté les enjeux énergétiques alors qu'on sait que l'énergie utilise de l'eau et réciproquement. Et la question des océans était un petit peu à côté. Et l'enjeu pour moi, c'est de redevenir inclusif, de se dire on a un seul cycle de l'eau et de l'océan. Et maintenant, on est capable de montrer qu'en prenant le problème comme ceci, en ayant des solutions à l'échelle des territoires, ça marche. On est en train de parler, dans un premier temps, de la survie de l'humanité et de notre survie du quotidien, mais on est aussi en train de parler de notre capacité à s'inventer ensemble un futur qui soit désirable. Il y a des innovations qui existent. Il y a énormément de collectivités locales qui sont mobilisées. Tout à l'heure, en venant, on a croisé la ville de Los Angeles. Los Angeles, c'est une ville littorale, c'est une ville qui a beaucoup surutilisé l'eau disponible dans les années écoulées, qui aujourd'hui a inventé un schéma où on a mis à contribution les Américains, où les Américains ont changé leur mode de vie pour économiser l'eau et aussi pour se réapproprier le lien qui les unissait à leur mode de vie. J'ai parlé des Américains, j'aurais pu parler du Rwanda, on va parler de l'Éthiopie tout à l'heure, mais on est vraiment un village global sur cette thématique. Merci beaucoup. Ouria, vous me permettez que je vous appelle Ouria? Vous avez le micro, vous avez un micro aussi juste à côté. Voilà. Vous êtes une négociatrice.
Vous faites partie de la délégation, marocaine et vous présidez le comité des droits de l'homme, des droits humains au Maroc. Alors précisez-nous. Non, je ne le préside pas, je suis membre du Conseil national des droits de l'homme au Maroc, qui est une institution nationale. Et j'ai coordonné pendant les 2 dernières années un groupe de travail qui était chargé de la mise en œuvre de l'article 31 de la Constitution marocaine, lequel article 31 reconnaît le droit à l'eau, le droit à un environnement sain et le droit au développement durable. Et donc ces droits, nous les avons revendiqués pendant plusieurs années, je dirais même pendant 2 décennies. Et maintenant qu'ils sont consacrés constitutionnellement, en tout cas au Maroc et ailleurs, au niveau international, nous nous déployons à réfléchir sur les méthodes, les outils et les mécanismes de leur mise en œuvre. Pensez-vous aussi qu'il y a une seule eau, qu'elle soit salée ou qu'elle soit douce, et qu'il faut travailler sur l'ensemble ? Écoutez, moi je travaille plus particulièrement sur les questions de l'eau. Et je ne comprends pas pourquoi cette évidence-là n'est pas passée, ne serait-ce que par respect du cycle de l'eau. On ne peut pas compartimenter les eaux douces et intérieures d'un côté et les eaux du littoral de l'autre. Alors quand on observe l'architecture institutionnelle d'une manière générale, par exemple au Maroc, nous avons une loi sur l'eau et récemment nous avons adopté une loi sur le littoral. Et ces lois dépendent de 2 départements différents. Et donc, les acteurs de l'eau et les acteurs du littoral ne sont pas les mêmes. Ils se parlent ? Bien, ils se parlent, mais est-ce qu'ils coordonnent ? Oui, c'est un autre problème. Alors, en fait, il va falloir... Je pense que cette question du climat est si vous voulez, est un défi. Mais en même temps, prenons-la comme une chance. Et apprenons à faire de la mise en cohérence. Je pense que là, il y a un travail de mise en cohérence à faire qui s'impose par la nature elle-même, c'est le cycle de l'eau, et qu'il va falloir, si vous voulez, déployer au niveau des solutions par une mise en cohérence institutionnelle, mais aussi par une mise en cohérence entre les niveaux institutionnels. C'est-à-dire, il y a évidemment le niveau national, mais les solutions sont pratiquées au niveau territorial. Et c'est vrai aussi au niveau international. Et donc, d'où l'importance de laisser dans le préambule de l'accord la référence au territoire. Et évidemment, je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne conteste la participation de la société civile d'une manière générale. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, le climat va peut-être dédiaboliser le secteur privé. Parce que on a fait un tour on le constate dans ici, le Grand Palais et finalement il y a énormément de solutions qui nous viennent du privé. Alors évidemment, on souhaite que ce privé soit responsable et qu'il pratique ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, qui en fait est la déclinaison par le privé des principes du développement durable. Merci beaucoup. Donc, on va reparler pas mal d'eau l'année prochaine à la COP22 à Marrakech. Monsieur Flageolet. Nous, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Vous savez, ce que je disais tout à l'heure sur un autre plateau, c'est qu'il est essentiel pour l'adaptation de partir des besoins et des urgences et des priorités des pays, si ce n'est des territoires. Merci beaucoup, Monsieur Flageolet. Vous présidez l'agence de bassin Artois-Picardie. Je suppose que vous êtes sur la même longueur d'onde de ce qui vient d'être dit par les 2 précédents orateurs. Oui. Sur le rôle peut-être qui est très prégnant pour un comité de bassin, le rôle des territoires par rapport à l'eau. Alors, nous ne sommes qu'un territoire. Et quand je dis nous ne sommes qu'un territoire, ça veut dire simplement que nous avons à rendre concret, in situ, toute une série de propositions qui sont ces propositions par rapport au réchauffement des règlements climatiques, par rapport aussi à la prise de conscience que toute la société civile doit être partenaire, intégrée à l'ensemble des enjeux que représente l'eau. Ce qui m'étonne fondamentalement, c'est que l'acte premier qui permet de réduire les conséquences du dérèglement climatique porte sur l'eau, qu'elle soit eau douce ou eau salée,
J'ai l'habitude de dire que les océans sont notre pharmacie de demain, peut-être même une partie de notre agriculture de demain. Or, en réalité, nous avons des bonds de géants à faire pour protéger cela. En tant que président d'un comité de bassin, je fais quoi? Je dis simplement qu'un certain nombre de thématiques doivent être traduites concrètement, in situ, pour que chacun, chaque collectivité, chaque intercommunalité engage les obligations d'usage, lequel, schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux, lequel traduit les espérances que vous exprimiez tout à l'heure en ce qui concerne les résultats de la COP 21. C'est une prise de conscience qui est récente ou si vous pensez que les comités de bassin travaillent sur le sujet déjà depuis pas mal de temps? La chance de la France, c'est d'avoir des comités de bassin qui regroupent la totalité des territoires, qui sont inclusifs à la fois de la société civile, des organisations associatives et des élus. Elle a la chance d'avoir un budget propre, même s'il est insuffisant, et donc de pouvoir pratiquement... C'est quand même pas des budgets ridicules. C'est pas des budgets ridicules, mais par rapport à l'importance de ce qu'il faut faire... Et des enjeux, oui. Nous sommes relativement gênés aux entournures, et de plus en plus d'ailleurs, parce que le dérèglement climatique s'accélère. Et je le dis pour la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, qui est un territoire, je dirais, en quelque sorte, un peu protégé par rapport à ce que nous voyons. Par rapport au sud. D'où peut-être l'importance aussi de donner une vraie dimension à la coopération décentralisée et d'aller voir chez nos partenaires de la coopération décentralisée ce qu'ils peuvent nous apporter en retour. Parce qu'ils ont aussi mis en place des stratégies tout à fait innovantes. Vous parliez d'Éthiopie tout à l'heure, je parlerai de Madagascar, où il y a des choses absolument essentielles à explorer et à transférer dans nos propres économies. Des questions qui sont également organisationnelles, qui ne sont pas l'ordre uniquement des innovations, et même institutionnelles, et qui doivent évoluer parallèlement. Oui, alors j'espère qu'avec la COP 21, j'espère qu'avec la future Agence française de la biodiversité, nous serons capables de trouver dans les comités de bassin ce que je pourrais appeler l'assemblier de politiques qui sont en parallèle mais qui se croisent rarement. Ce que disait Madame pour le Maroc, j'étais à Marrakech il y a quelques années, est tout à fait passionnant. Nous avons en fait un territoire d'expertise avec l'eau qui est un territoire globalisant. Arrêtons de segmenter, essayons d'être inclusifs dans la totalité de nos politiques parce qu'il y a vraiment urgence. Et ce que vous dites, finalement, c'est valable pour le monde entier. Bien sûr, bien sûr. Mais si nous avons, par exemple, dans le comité de bassin qui est le mien, nous sommes en liaison directe avec le Pérou, où nous essayons d'expliquer comment on peut monter une organisation du respect de l'eau, de l'environnement et de l'assainissement à partir de nos expériences des agences de l'eau. Essayons quand même en France de ne pas démolir ces outils, mais au contraire de les conforter. Oui. Madame. C'est bon. La remarque que vous avez faite est importante parce que tout à l'heure je parlais d'architecture institutionnelle. Eh bien au niveau des organismes internationaux, c'est pareil. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on constate ici. Voilà. Alors donc, ce qu'on constate ici dans la COP. Absolument. Donc quand j'évoque cette question de relier la terre et la mer, il ne s'agit. J'ai donné mon pays en exemple. Le travail se fait, mais en fait aujourd'hui, plus encore qu'avant, la nécessité de coordonner et de mettre fin à la segmentation et décloisonner le travail qui se fait entre les secteurs. Voilà. Merci. Maryse Vercoutière, bonjour. Bonjour. Vous allez me dire ce que vous faites exactement d'abord et vous allez nous parler d'expériences concrètes. Une expérience en Éthiopie. On parlait du globe, mais je pense qu'il faut aller chercher plus loin. Vous parliez de Madagascar tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, si j'ose dire? Et puis, comment cette expérience s'est organisée? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Bonjour, moi je m'appelle Maryse Vercoutière, je travaille à Action contre la faim. Je suis responsable de gestion des catastrophes naturelles. Et Action contre la faim travaille et lutte contre la faim depuis plus de 30 ans maintenant. On travaille dans environ 40 pays et sur différentes thématiques,
Là, tout à l'heure, on parlait justement de décloisonner les secteurs et justement, c'est ce que je vais essayer de vous présenter tout de suite et vous montrer un petit peu des photos pour revenir un peu sur du concret, parce qu'on parle beaucoup de textes, de mots, on décortique les choses ici dans cette conférence internationale, mais il y a très peu de... Enfin, il y a des choses, mais il n'y a pas suffisamment de retour au concret et qu'aux populations qui souffrent vraiment du changement climatique. Donc le changement climatique est au cœur de nos interventions. C'est vrai qu'on le voit tous les jours sur le terrain. Et juste pour vous donner un petit chiffre, en 2014, il y a 87% des catastrophes naturelles qui étaient liées à l'eau. Et 87% de ces catastrophes naturelles ont impacté 211 millions de personnes, ce qui est énorme. Et c'est 5 fois plus que les victimes de conflits en 2014. Donc quand on parle d'eau, évidemment, on parle d'inondation, on parle de pénurie d'eau, on parle de sécheresse aussi. Et justement, je voulais vous présenter l'exemple... Oui, l'eau, c'est aussi l'absence d'eau. Exactement. L'eau, c'est l'absence d'eau et le trop d'eau, justement, avec les inondations. Je voulais vous présenter l'Éthiopie. Donc, j'ai juste mis quelques photos derrière, juste pour qu'on revoie un petit peu ce qui a pu être fait. Et comme je vous disais, qu'on ait du visuel sur des solutions locales et concrètes qui existent. Donc en Éthiopie, il faut savoir que l'Éthiopie est en train de vivre une des pires sécheresses depuis 10 ans, qu'il y a des vrais soucis de sécheresse, mais qu'il y a aussi des soucis d'inondation, parce que quand l'eau arrive, elle arrive en trop forte abondance et trop fortement. Et donc comme on peut voir, il y a des évacuations qui sont nécessaires, il y a des problèmes au niveau de l'agriculture. Et Action contre la faim travaille à Borena, c'est une zone qui est au sud de l'Éthiopie, et on travaille sur différentes thématiques. Donc on va travailler sur l'eau, évidemment, où les actions qui vont être mises en place ont pour objectif d'augmenter la résilience des populations. Là, ils sont autour d'un puits ? Là, non, c'est une discussion communautaire. C'est une discussion, d'accord, il n'y a pas d'eau à côté. Il y aura d'autres photos après sur le puits. Et donc, résilience des populations, en fait, c'est pouvoir augmenter les connaissances et les capacités des populations et des autorités locales pour qu'elles puissent faire face et anticiper, faire face et s'adapter à la prochaine sécheresse ou à la prochaine inondation, pour le cas de l'Éthiopie. Et par rapport à l'eau, en fait, on va mettre en place différents systèmes. Ça peut être aussi bien la réhabilitation des puits traditionnels, ça peut être la mise en place et l'installation de systèmes de collecte d'eau de pluie, la protection des ressources en eau aussi, pour que justement les populations, les agriculteurs puissent avoir de l'eau malgré les sécheresses. On va travailler aussi en sécurité alimentaire, puisque les domaines sont liés, justement. La sécurité alimentaire, donc j'ai mis quelques photos encore une fois derrière, mais ça va être surtout pour montrer qu'il y a un appui aux filières paysannes, qu'on va promouvoir les pratiques d'éco-écologie, d'agroécologie, qu'on va justement faire une vaccination pour le bétail, qu'on va pouvoir avoir de l'eau pour le bétail aussi, qu'on va pouvoir avoir de l'irrigation au niveau des jardins, varier les cultures, pour que les personnes puissent avoir déjà de l'alimentation disponible, mais aussi de l'alimentation variée disponible. Excusez-moi, vous allez chercher l'eau en grande profondeur ? Il y a des puits qui vont chercher l'eau en grande profondeur. Je ne pourrais pas vous dire les chiffres exacts. Je ne suis pas spécialiste du forage de puits. Mais ça dépend vraiment du contexte, ça dépend du terrain. Et ça peut être aussi bien de creuser des puits s'ils sont déjà existants, d'en creuser d'autres, ou de travailler sur le système de collecte d'eau des puits qui vont arriver. Voilà, donc en fait, c'est pour vous montrer qu'en effet, on travaille sur l'eau, on travaille sur la sécurité alimentaire, donc par différents moyens. On va travailler sur le renforcement des systèmes de santé, puisque les maladies comme le paludisme et la dengue vont évidemment être plus fréquentes. Et on va travailler sur la réduction des catastrophes naturelles, par exemple en créant des comités villageois qui vont pouvoir se préparer à la prochaine inondation. Et ils vont se préparer avec des plans de contingence, avec de l'équipement, avec des formations, avec des exercices de simulation. Enfin, il y a tout un package d'activités qui sont mis en place sur le terrain, dans différents secteurs, qui sont là pour promouvoir les techniques qui existent déjà d'adaptation et en faire valoir d'autres pour que les populations puissent vraiment se préparer aux catastrophes. Quand vous travaillez sur un territoire comme ça, est-ce que c'est réplicable ? Est-ce que c'est l'idée ? Parce que vous ne pouvez pas travailler sur tout le pays, je suppose. Le but, c'est que ça soit réplicable, en effet, dans les différents villages qui sont vulnérables. La priorité, c'est de travailler avec les populations de façon participative et avec les autorités de façon intégrée pour que justement, ça soit réplicable, que ça soit pérenne sur le long terme et que surtout, ça soit adapté au contexte local. Par exemple, dans le sud de l'Éthiopie, il n'y aura pas les mêmes solutions qu'au nord de l'Éthiopie. Et évidemment, en Afrique, il y aura aussi d'autres projets qui seront plus pertinents dans d'autres zones. C'est bien l'adaptation dont on parle beaucoup ici, à la COP, d'adaptabilité aussi. C'est ça.
Oui, après, je voulais juste revenir sur l'importance de revenir sur les populations locales qui sont les premières victimes du changement climatique. Ces personnes les plus vulnérables qui, eux, tous les jours font face à l'évolution du climat. Et quand on parle d'une augmentation de 1,5 degré actuellement ici, pour le Sahel, ça peut vouloir dire entre 3 et 5 degrés supplémentaires. Oui, c'est ça, quand on parle d'une moyenne, c'est vraiment une moyenne. Il y a des endroits où ce sera dans le sud ou dans le Grand Nord, ce sera très différent. Ici, on a parlé, à la COP, on fait une allusion à l'eau, mais c'est vraiment une allusion. Et la question de l'alimentation, il y a un petit paragraphe sur la sécurité alimentaire qui a été longuement discuté, mais qui a été très difficile à négocier. Et qui a été enlevé d'ailleurs. C'est là d'ailleurs où on voit le mot dérèglement qui prend tout son sens. C'est-à-dire que les négociations dans les salles éthérées, des salles de négociation sont difficiles. Ce qui vient d'être dit est extrêmement édifiant. On n'a jamais eu une telle accélération de la fréquence des catastrophes naturelles et quelque part de leur impact. Ce qu'on appelait avant des crues, des inondations ou des sécheresses centennales, c'est en train de devenir décennales, voire encore plus fréquent. Il y a eu des inondations catastrophiques au Sénégal. Je crois qu'en Éthiopie, on a à la fois des sécheresses extrêmes et des inondations catastrophiques. Les phénomènes se multiplient et ont un impact immédiat sur la sécurité alimentaire et sur la survie des populations. Par exemple, juste pour vous donner quelques chiffres, actuellement, il y a 765 millions de personnes qui sont victimes d'insécurité alimentaire. Et d'ici, suite au changement climatique, d'ici 2080, il y en aura le double. Il y aura au moins 600 millions de personnes en plus qui seront victimes d'insécurité alimentaire. Vous ne croyez pas que c'est aussi un problème démographique ? Il n'y a pas que le problème démographique, ça dépend aussi de comment on cultive les terres et comment on... Non, mais je dis ça parce que l'alimentation, on n'en parle pas beaucoup, l'eau, on n'en parle pas beaucoup, alors la démographie à la COP, ça, on n'en parle pas du tout. C'est un sujet tabou et c'est peut-être... Vous voulez réagir ? Allez-y, après. Non mais c'est ce que je ne comprends pas, c'est que finalement on veut sauver la nature, mais pour qui ? Voilà. La question Exactement. est très simple. Donc moi je voudrais réintroduire la notion de droit de l'homme et j'espère qu'elle restera dans l'accord parce que certains pays veulent la faire sauter. Elle est introduite mais très discrètement. Déjà elle est introduite discrètement. Et il y a des tentations autour de ce concept de droit de l'homme. Monsieur Flageolet, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais réagir parce que même dans un bassin comme le bassin Artois-Picardie, qui est en territoire modéré, si je peux dire, quand on regarde les conséquences du réchauffement climatique tel que l'enquête Explorer 2070 le dit, nous pensons qu'en 2030, les projections font que nous perdons de 20 à 50% de notre capacité à recharger les nappes, que nous perdons de 6 à 30% du débit de nos rivières, ce qui veut dire que l'eau impacte complètement les activités économiques, dont l'agriculture, les activités relationnelles de toutes les personnes, et renchérissent le coût de l'accès à l'eau. Et donc on entre dans le même type de cercle vicieux, ce qui veut dire, mais j'invente rien, que face à ce défi, il faut une riposte globale et non pas une riposte sectorielle. On est de plus en plus avec la notion d'or bleu, même si l'or est un métal et que l'eau n'est pas un métal, mais c'est vraiment quelque chose de plus en plus précieux et de plus en plus rare. Et notre comité de bassin a une façade maritime et nous sommes tenus de regarder la question de la submersion marine. Bon, vous allez bientôt dessaler avec des panneaux solaires. Madame. Non, je m'excuse d'avance. Vous savez, je fais partie de la société civile et j'ai beaucoup de partenaires internationaux et je suis très respectueuse de tout le travail qui se fait. Mais à force de faire passer des messages comme celui que vous venez de faire passer, montrant uniquement des populations pauvres dans des paysages ruraux, etc., risque de fausser le débat sur l'adaptation. Parce que l'adaptation, je pense qu'à chaque fois que les ONG internationales parlent de lieux de pauvreté, ils devraient déjà dresser une petite image globale des pays et montrer qu'il y a des villes, il y a de la modernité, il y a de la civilisation, il y a des gens qui ont fait des études, il y a des gens qui s'habillent modernes, etc. Et ensuite, dans ce cadre-là, il y a des lieux, des poches de pauvreté.
parce que lorsqu'on décidera des mesures à prendre pour l'adaptation, nous avons besoin d'adaptation en technologie moderne, en innovation aussi, et ensuite pour les milieux pauvres et la pauvreté en milieu rural. Juste pour rebondir, en fait, On va parler des innovations, justement. Très important. c'était un exemple d'un projet dans le milieu, en effet, rural, semi-aride en Éthiopie. Donc, c'est un exemple particulier. Il y a aussi des projets qui sont mis en milieu urbain, qui sont mis en place en milieu urbain. Et montrer les personnes dans un habit traditionnel ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait d'études ou que, justement, ils ne sont pas Je suis compétents. marocaine et je sais de quoi je parle, parce que souvent, quand je regarde des documentaires sur le Maroc, je me demande si on parle de mon pays. Vraiment, je me demande. Merci, madame. Monsieur Nouguet, Ecosys, vous avez parlé rapidement d'innovation. Est-ce que les innovations vont nous sauver? Alors, en tout cas, je ne sais pas si elles vont nous sauver, mais elles vont changer la donne. Et moi, j'ai la chance de présider Ecosys, qui est une société spécialisée sur l'innovation, mais surtout, je préside un réseau qui s'appelle le Clean Tech Open, qui est un réseau mondial dans 30 pays, qui est en train de se développer de manière assez incroyable sur toutes les technologies dans le domaine de l'eau, des déchets, de la construction durable, de la mobilité durable. Et la très bonne nouvelle, et que je ressens dans notre échange, quels que soient les points de vue, c'est que, bien évidemment, tout le monde est en train de comprendre qu'on est dans une vision globale. On est dans une vision, même on pourrait dire, organique de notre planète. On passe de la Picardie au Maroc, en passant par l'Éthiopie, etc. Tout ça, c'est un organe vivant au sens premier du terme, et dont nous ne sommes qu'une des modestes cellules parmi d'autres, et que cette capacité à revenir à la genèse même de ce qui nous unit ou de ce qui nous désunit est un élément essentiel. Donc, cette vision inclusive est un élément essentiel, quels que soient nos points de vue. Et la bonne nouvelle, je dirais, dans cette culture de recherche de solutions, c'est que la combinaison entre cette économie verte à laquelle on aspire, le respect des fondements de l'eau, de la vie, est en train d'être accélérée par la vision digitale du sujet. C'est-à-dire qu'on est en train de s'apercevoir qu'en quelques secondes, on pourrait aussi bien aller en Éthiopie et voir ces images, mais aussi voir le meilleur de l'Éthiopie, comme voir le meilleur du Maroc, et que finalement, les réseaux sociaux qui nous amènent à sortir du cloisonnement des États, des régions, des villes, des religions, nous permettent de dialoguer. On ne se connaissait pas et en quelques secondes, on s'aperçoit qu'on a des mêmes convictions et qu'elles dépassent les clivages de culture, de région. Et ça, c'est cette vision qui est très intéressante. Et l'innovation sociétale, ou bien évidemment la singularité de chacun d'entre nous sur la planète, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre origine, est essentielle pour régler cette idée d'un vivre ensemble qui fondamentalement est global, qui ne touche pas simplement le sujet de l'eau, pas simplement le sujet de la terre, mais le sujet de l'air, de la mer et de cette combinaison organique. Voilà. Donc moi, je peux vous dire que je reviens de Californie avec une entreprise qui s'appelle Plume Lab, des jeunes ingénieurs français qui viennent de sortir une application grand public de modélisation de l'air que l'on respire sur 200 villes dans le monde, qui sont en train de travailler sur les particules fines. Ils s'en foutent de savoir si elle sera à Paris ou elle sera en Éthiopie ou au Maroc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va être utilisable par le plus grand nombre. Et que ce soit dans les technologies sur l'air, ou l'eau, ou le vivre ensemble pour gérer des nouvelles gouvernances, eh bien tout est en train de converger vers une même unicité, qui est notre planète Terre, sur laquelle certes il y a de la nature, mais il y a des êtres humains qui font partie d'une espèce du vivant, comme il y a l'espèce effectivement végétale ou d'autres éléments. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce message-là que je vois avec des entrepreneurs, puisqu'on est vraiment très pragmatique, que des entrepreneurs. On n'est pas là pour vivre simplement des subventions de l'État. Il faut qu'on crée un modèle économique. C'est pas tout de donner du poisson. Il faut apprendre à pêcher. Et ça se dit dans toutes les langues du monde, dans toutes les cultures du monde, pour permettre d'avoir une dignité, une autonomie, en respectant le système vivant dans lequel on est. Je crois qu'il faudrait surtout apprendre à élever le poisson, parce que bientôt il n'y en aura plus dans la mer elle-même. Donc c'est bien pour ça qu'on est face à pêcher, bien sûr. Et à recréer programmement des sujets d'alimentation. Parce que si on continue à s'alimenter comme on s'alimente, ça va être effectivement bien difficile. C'est pas un sujet sur l'alimentation, mais il y a beaucoup de choses à dire. C'est pour ça qu'on a bien évoqué, mais moi en tout cas j'aimerais qu'on soit concentré sur cette idée de solution, de transformation et d'être focusé sur le passage à l'acte et sur les expérimentations et les développements. Et je crois qu'en tout cas c'est en train d'être accéléré dans les, je dirais, 12 derniers mois. Il y a vraiment une accélération majeure. Tout va très vite. Vous pouvez nous citer d'autres innovations? Vous avez cité ces étudiants en Californie. Oui. D'autres innovations qui permettront de basculer vers autre chose, basculer vers... J'allais utiliser le mot résilience, que je vais vous en citer utilisé une. à la COP et qui m'énerve beaucoup, mais ça fait rien. Là, il y a une société qui se développe qui s'appelle Insect, sans H, non pas Insect, Y-N-E-S-E-T. Ce sont des ingénieurs issus de l'agroalimentaire qui ont décidé de dire... le sujet de l'alimentation dans le monde, pour passer de 7 à 10 milliards, est majeur. Il va falloir qu'on fasse de la bioraffinerie d'insectes.
D'abord, des gens consomment déjà les insectes. Et au niveau... 2 milliards d'humains qui consomment des insectes. Voilà. Et donc, changeons nos paradigmes, changeons nos façons de penser. Et c'est en train d'arriver de manière incroyable. Mais aussi, on pense aux insectes pas uniquement pour les humains, mais pour l'alimentation des volailles, entre on autres. parlait d'un système inclusif, d'une chaîne du vivant. Voilà, Il y a toute une série de sujets qui sont en train de renaître. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est en train d'émerger de manière beaucoup plus globale. Je pense qu'on n'arrivera pas aujourd'hui, le niveau de l'humanité, à cloisonner les systèmes de pensée. Donc, ayons cette vision organique qui remet le vivant au cœur de nos réflexions. Et je trouve que ça nous honore tous chaque matin quand on se réveille. Est-ce que vous pensez qu'on est, cette question, elle est à l'un d'entre vous, on est dans une bulle ici à la COP, là-bas, à la COP même, c'est encore plus une bulle. Elle est bio, mais c'est quand même une bulle. Aussi, est-ce qu'on est dans une bulle où si la société civile en dehors du Bourget, avec tous ces jeunes qui nous accueillent, qui sont des jeunes de banlieue qui sont sympas, qui sont contents d'être là, je trouve ça vraiment assez formidable comme truc. Est-ce que vous pensez que c'est en dehors de la bulle, ce que nous disions ici, est-ce que c'est partagé? Moi, je pense que ce que nous faisons, ce que nous proposons, les mesures pratiques que nous proposons à travers ces documents au niveau du comité de bassin, s'inscrivent dans le sens que porte la COP. La COP donne du sens à la vie, au système vivant. Et c'est parce que la COP existe et qu'elle donne du sens que nous sommes nous-mêmes significatifs de nos engagements locaux, que ce soit à l'international ou sur notre territoire. Ce que disait Madame tout à l'heure, l'année prochaine on sera au Maroc, mais il faudrait que dès maintenant la France regarde ce qui se passe au Maroc et sensibilise les Français à l'ensemble de ce que vous avez fait là. Voilà, ça c'est inclusif. Donc c'est déjà un peu le cas. On commence à travailler, nous on sera Oui, il y a un point qui a vraiment changé ces dernières années qu'il ne faut pas oublier. C'est que jusqu'en 2012, la COP avait tendance à se protéger de la société civile. Rio 2012 a lancé les Dialogue Days et on a eu à nouveau une interpellation et une démocratie directe entre la société civile dans toute sa diversité et le monde à l'échelle mondiale. En fin 2014, on a la marche pour le climat qui a été une marche mondiale non politisée, sans slogan, sans récupération d'aucune part, qui a relancé un nouveau dialogue direct. La dramatique période d'attentats qu'on a connue à Paris il y a 15 jours a un petit peu modifié la donne opérationnelle, mais aussi redonné un message, c'est qu'on est conscient que tout ce qu'on fait maintenant, on le fait pour le futur de l'humanité et on ne le fait pas pour des considérations environnementales accessoires, et le mot accessoire continue à rester la dénomination organisationnelle de la COP. Les citoyens ont été en interpellation directe des chefs d'État le 29 et le 30 novembre. C'était les chaussures, c'était les manifestations à Tokyo. C'est une manifestation et c'est une mobilisation qui est essentiellement et très majoritairement pacifique, où on voit des acteurs économiques qui rejoignent des acteurs de la société civile, qui rejoignent des peuples autochtones, qui reçoivent des gens qui ne descendent pas dans la rue. Ne les décevons pas. On a un dialogue direct entre les citoyens et les présidents. On a une mission d'expression citoyenne, de réponse aux attentes. Pendant très longtemps, le citoyen consommateur était un petit peu schizophrène. Maintenant, il agit comme il pense de plus en plus. Pas encore tous. Mais justement, écoutons aussi ce que les femmes ont à nous dire le 8 décembre, qui est une journée très importante pour la COP. Mais je pense que dans l'urgence climatique qu'on vit, on a vraiment besoin que le texte qui ressorte, et c'est pour ça que personnellement je suis frustré aujourd'hui, et j'espère qu'il va y avoir une semaine de réorientation pour arriver à quelque chose, soit à la hauteur de ces enjeux et de cette discussion et de cet échange direct. On est quelques-uns autour de la table, Léo Riatazi-Sadek le citait tout à l'heure, avoir travaillé sur un projet de déclaration des droits et devoirs de l'humanité. C'est bien de ça dont on est en train de parler, c'est bien ça qu'il faut rendre dans les textes et dans le quotidien des négociateurs. Il nous reste une minute. Une minute, eh bien écoutez, d'une part, nous sommes dans cette mouvance. La marche de Paris n'a pas pu avoir lieu, mais il y a eu des marches au Maroc.
notamment celle d'Agadir, où il y a eu un grand nombre de personnes. Mais moi, je dirais que cette opportunité de la COP 22, entre aujourd'hui et, on va dire, pourquoi pas dans 2 ans, parce que le Maroc va être impliqué pendant 2 ans, nous comptons la mettre à profit pour rendre cette question une question nationale et pour multiplier, qui existent déjà, les actions d'éducation à la citoyenneté, parce qu'en fin de compte, c'est de l'éducation à la citoyenneté que de rappeler que nous sommes dans un destin commun. Tout à l'heure, on parlait de la mer. Eh bien, écoutez, moi, je l'ai dit tout à l'heure sur un autre plateau, la montée des mers ne concerne pas que les pays du Sud. Elle concerne tous les pays. Donc, nous avons un destin commun. Et cette idée de destin commun, je la lance aux négociateurs, qu'ils ne l'oublient pas. Et que je sais qu'au Maroc, il y a des attentes. Nous avons des attentes. Nous voulons conduire un processus qui part d'un accord qui apporte la possibilité de travailler sur les solutions. Mais ce sera le dernier mot. Merci beaucoup. Merci.